Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, débrief de l'étape numéro 19 de ce Tour de France 2023. On se rapproche de la fin du Tour de France homme. Mais est-ce que dimanche on sera triste? Bien non, parce qu'il y aura le Tour de France femmes, parce qu'il y a encore la Coupe du Monde de football féminin. L'été est très rempli cette année sur la chaîne. Enfin, comme chaque année, j'ai envie de dire. Et puis il y aura les championnats du monde aussi qui arriveront très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, vous avez également la possibilité d'aller voir TikTok avec le débrief de l'étape juste après l'arrivée ou dans la demi-heure. Aujourd'hui, ça a été un peu plus tard parce que j'ai fait 2-3 trucs et après, ça a mis un petit peu de temps à uploader parce que j'ai uploadé également la vidéo de la Coupe du Monde. Si vous voulez voir également du contenu sur la Coupe du Monde, vous pouvez aller sur TikTok. Bon, étape numéro 19, encore du grand spectacle. C'est vrai qu'on a beau dire, mais sur ce Tour de France, on a eu un spectacle quasiment tous les jours. À part l'étape numéro 3, l'étape de Nogaro et l'étape de Bordeaux. Sinon, on a eu du spectacle tous les jours. Cette deuxième semaine a été riche en spectacles, mais on a eu du spectacle tous les jours. Donc, il faut saluer déjà tous les coureurs, parce qu'il y a quand même énormément d'équipes qui ont participé. Il n'y a pas eu juste Vingegaard et Pogacar qui ont fait le spectacle. Tout simplement, il y a énormément d'équipes, énormément de coureurs. Donc il faut saluer tous ces coureurs qui ont fait du Tour de France cette année un vrai événement de grande qualité et avec des rebondissements assez régulièrement et puis des échappées qui étaient spectaculaires où on ne savait pas trop si ça pouvait aller au bout ou pas, où ça s'attaquait un peu dans tous les sens. Ça a été quand même du cyclisme champagne pendant 3 semaines de course. Et il faut saluer les coureurs qui ont fait ça dans le peloton. Deuxième chose, aujourd'hui, je ne m'attendais absolument pas à ce scénario. Moi, je vous avais dit, les sprinters ils vont se faire avoir un jour, pas deux quand même. Pas deux. Mais sauf que c'est presque les sprinters, les équipes de sprinters qui ont animé la course dans la deuxième partie d'épreuve. On avait une échappée de 8, même au départ de 9, puis de 8, parce que Nils Politt a eu un problème technique. Et à ce moment-là, on se dit une minute, c'est comme hier, mais ils vont les récupérer dans la côte de 3e catégorie. Sauf qu'il y a eu le sprint intermédiaire, celle-là je n'avais pas vu venir, il y a eu le sprint intermédiaire et ça a créé une énorme cassure de manière assez surprenante. Comme je ne m'attendais pas à ce que le début de journée soit aussi nerveux, parce que je me disais, la meilleure solution pour les équipes de sprinters, c'est que la première échappée parte. Tu laisses partir une échappée de 3-4 coureurs, ensuite tu bloques et c'est bon. Sauf que ça a attaqué pendant encore 60 bornes. Les 60 premiers kilomètres, on les fait à plus de 48,5 de moyenne. L'étape, là, on est arrivé avant les horaires rapides, je crois. On est arrivé à 17h, c'était un quart d'heure avant les horaires rapides. Ça a été encore un rythme de dingue. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas débranché. La même étape, s'il y a une échappée de 3 qui part et que derrière on contrôle à 3 minutes, ça roule à 40 pendant toute la journée. Sauf que là, ça attaquait dans tous les sens, avec du Sagan en début de journée. Il y a plein de coureurs différents qui ont décidé d'attaquer. Il y a plein de coureurs différents qui ont eu envie de se montrer et on a eu un beau spectacle grâce à ça. Mais c'est vrai que les équipes de sprinters, c'est presque elles qui ont recomposé et qui ont réanimé le groupe. Ce qui semble assez bizarre, mais vraiment, ça a été assez surprenant ça. Mais ça faisait vraiment penser à l'étape de Libourne. Parce que Libourne, ça s'était passé comme ça. Il y avait un ou deux coureurs en échappée sur cette étape-là, qui avaient fait l'échappée matinale. On se disait, tiens, on va avoir une étape tranquille. Et d'un coup, il y a un peu de vent de côté, je crois, avant le sprint d'intermédiaire. Et il y a un groupe de 40-45 qui sort. Et alors là, ça a fait du slip avec l'attaque de Mohoric à 45 bornes de l'arrivée, suivi par Laporte. Et ce match à distance entre les deux pendant 40 km, un truc comme ça. Là, j'ai eu le sentiment un peu pareil, d'une échappée qui se recompose grâce au sprint intermédiaire.
Mais ça montre aussi que ces coureurs sont pas des surhumains, c'est-à-dire que ce scénario-là de course, on l'a eu parce qu'il y a tout le monde qui est sur la réserve, tout le monde est cramé sur cette fin de Tour de France parce que le rythme a été dingue et que depuis quelques jours, on voit vraiment des coureurs qui... Tu vois, par exemple, Nelson Poles qui a animé le début de Tour de France, là il est même pas capable d'accompagner les mecs devant alors que c'est un terrain qui lui correspond. Pareil pour Julien Lafille, qui a attaqué tous les jours. Mais il y a plein de coureurs qui sont cramés. Et même Adam Yates aujourd'hui qui se fait lâcher en début d'étape, ça n'a pas été facile de revenir. Heureusement qu'il a eu Maïka. Demain, on peut avoir des surprises quand même avec des mecs qui explosent. Hein, parce qu'ils sont complètement cramés. Là, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont plus rien dans les jambes, mais vraiment plus rien. Qu'on les jambes, c'est du coton-tige. Donc, va falloir voir maintenant comment ça va se passer demain. Mais aujourd'hui, ça a été un beau spectacle. Voilà, moi, j'ai pris du plaisir à regarder encore cette journée devant la télévision. Le sondage du jour, j'avais pas beaucoup d'idées, donc je vous ai posé la question qui va gagner l'étape? Sprinter, baroudeur. 37% pour les sprinters, 63% pour les baroudeurs, alors que hier c'était l'inverse par exemple. Vous étiez plus nombreux à penser que les sprinters allaient s'imposer que les baroudeurs. Ce qui montre que vous aviez raison. Moi je m'attendais à avoir un scénario plus calme aujourd'hui. Surtout qu'il y avait le final avec ces 7 km 700, 8 km de ligne droite. Je me disais, bon, voilà, celle-là ils vont pas la laisser passer. Et bah si, ils l'ont laissé passer les sprinters. En animant l'étape, en s'isolant à l'avant de la course de manière assez surprenante. Note de l'étape, j'ai mis 15 sur 20. Encore une fois, j'ai pris du plaisir à regarder cette journée. Il y a eu du spectacle. Il y a eu de l'inattendu pour moi avec un scénario auquel je ne m'attendais pas. Donc c'était tout ce que j'aime dans le cyclisme. Avec un scénario auquel je ne m'attends pas. Une échappée qui va au bout, un beau spectacle. Une belle bagarre dans le final avec le sprint où ça s'est joué à la photo finish. Une belle arrivée où il n'y avait pas de danger. C'était super bien sur cette étape-là. C'était une magnifique journée du côté de Poligny. On espère que demain, du côté du Markstein, ça sera également la même chose. Et on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence en plus avec Ben O'Connor. Ça n'a pas été un tour facile quand même pour Ben O'Connor. Il jouait le général, il pensait qu'il était en bonne condition physique, il avait fait un super Dauphiné et puis dès la première étape il perd 30 secondes et ensuite ça a été compliqué sur les étapes pyrénéennes où on voit qu'il n'est pas du tout dans le coup. Il a fallu réfléchir à comment je peux faire pour sauver un petit peu mon Tour de France. Ça a été par l'étape d'Issoire où il part en échappée. Ça a été aussi au gros travail qu'il a fait sur l'étape du col de la Lose pour aider Félix Gall avec Nance Peters également ce jour-là. Et puis il s'est reconverti en équipier. Et puis là aujourd'hui, il a senti le bon coup parce que il a vu Mohoric et Asgreen. On m'a dit qu'il fallait dire Asgreen et pas Asgreen. Donc je dis Casper Asgreen. On m'a dit que ça se prononçait comme ça, mais c'est aussi une personne qui m'a dit qu'on disait Marc Soler et pas Marc Solé, alors que moi on m'a toujours dit que c'était Marc Solé, parce que c'était du catalan et pas de l'espagnol, je précise. Du côté de O'Connor, il a fait une super journée. Il fallait sentir le coup. Alors j'ai vu certains sur Twitter qui ont dit oui, il aurait dû jouer un peu plus avec les deux autres, ne pas leur prendre de relais. La ligne droite faisait 8 km. Qu'est-ce que tu veux surprendre un groupe sur une ligne droite de 8 km? Tu surprendras pas, tu te feras taper. Surtout qu'on parle quand même de Asgreen et Mohoric. On parle pas de n'importe quel pécor du peloton. Donc il avait aucune chance. Et puis de toute manière, s'il arrêtait de rouler, peut-être que la collaboration se serait arrêtée. Le groupe Philipsen serait revenu. Il fait 12 de l'étape, 13 de l'étape. Ça n'avait aucun intérêt. Donc pour moi, il a tenté sa chance, il a tenté son va-tout. En plus, sur un sprint comme ça, avec un Mohoric, on ne savait pas trop dans quel état physique il était, avec même s'il avait été bon Puy-de-Dôme, avec un Asgreen qui a fait l'échappée hier, donc qui était peut-être fatigué. Fallait tenter le coup du côté de Ben O'Connor. Bon, il fait 3.
c'est pas un mauvais résultat, troisième sur une étape du Tour de France. Ça apporte en plus des points UCI pour AG2R, hein, toujours dans cette logique de points UCI. Et puis, pour moi, son Tour de France, il n'est pas catastrophique à Ben O'Connor. Alors oui, il est décevant parce que l'objectif de départ, c'était un résultat dans le top 5. C'est parti des mecs qui voulaient faire un résultat dans le top 5. Bon, ça s'est pas goupillé correctement pour lui. Je trouve qu'il a quand même bien réussi à rebondir sur ce Tour de France, ce qui n'est pas toujours facile hein, pour un leader de rebondir quand tu as raté ton objectif. Parfois, tu traînes ta peine dans le bus et c'est même compliqué pour ta formation. Donc là, je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti, donc belle performance. J'ai mis en plus également Christophe Laporte. Pour moi, Christophe Laporte, aujourd'hui, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Hein. Il avait la pancarte quand il était dans le groupe de devant. L'erreur, c'est pas de sa faute, c'est Van Der Poel qui n'a pas voulu suivre. Parce que je pense qu'avec Van Der Poel, il pouvait revenir sur les 3 de tête et ça changeait un peu la donne. Je pense que ça a été une erreur du côté d'Alpecin. Alors après, est-ce que Van Der Poel n'avait pas les ressources pour y aller ? Je suis pas si sûr que ça quand même. Je pense qu'il avait encore un petit peu d'énergie, Van Der Poel. Et à ce moment-là, ta course change. Après, est-ce qu'on aurait collaboré avec Laporte dans le final ? Je suis pas sûr non plus. Donc voilà, il prend la 3e place du sprint derrière Philipsen. C'est intéressant avant les Champs-Élysées parce qu'il fait 3e hein, quand même du sprint. Donc alors après, tout dépendra de ce que fera Jumbo dans le final parce qu'on se souvient qu'il y a l'année dernière, ils avaient voulu à tout prix passer ensemble sur la ligne d'arrivée. Là, on va voir ce qu'on fera du côté de la Jumbo-Visma autour de Vingegaard. Mais Laporte, il voudra peut-être jouer sa carte sur cette étape-là et aller chercher une belle victoire du côté des Champs-Élysées. Le dernier Français à s'être imposé aux Champs-Élysées, c'était 2003, c'était Jean-Patrick Nazon. Ça fait 20 ans, hein, voilà, donc ça serait bien d'avoir un nouveau coureur qui s'impose sur les Champs-Élysées. Plus-moins Turgis. Turgis, on a bien compris qu'aujourd'hui Total Energy voulait être dans l'échappée. En même temps, hier, ils étaient assez déçus d'avoir raté le bon coup. Que ça soit les directeurs sportifs. Je crois que les directeurs sportifs ne s'attendaient pas à ce qu'une échappée aille au bout. Et c'est vrai que les coureurs étaient déçus, tout simplement, de ne pas avoir pris l'échappée. Sagan, il tente le matin. Et puis ensuite, vous avez Turgis qui est dans ce groupe-là. Après Turgis, c'est la forme du moment. Il fait pas une année incroyable, Anthony Turgis, sur les classiques flandriennes. Ça n'a pas été performant, ça n'a pas fonctionné hein, sur les classiques flandriennes. Et puis sur le Tour de France, il n'a jamais été si fantastique que ça, Turgis. Ça fait partie des coureurs qui ont rarement été très bons sur le Tour de France, du souvenir depuis qu'il participe au Tour de France. Il fait des échappées, hein, mais je ne l'ai jamais vu ultra performant. Et là, oui, il lui en manquait, hein, parce que il a les qualités d'Asgreen, il a les qualités de Mohoric. Donc, l'année dernière, sur les classiques flandriennes, il arrivait à batailler avec ces coureurs-là. Cette année, il n'arrivait pas à batailler avec ces coureurs-là. Il faudra comprendre pourquoi. Après, il prend quand même l'échappée, Turgis. Mais c'est vrai que son Tour de France, contrairement à la Total qui fait un Tour de France intéressant, c'est vrai que la course de Turgis n'a pas été fantastique. Mais voilà, encore une fois, sur le Tour de France, de tête, j'ai jamais vu incroyable au niveau performance Anthony Turgis. Après, pour Anthony Turgis, je pense que il y aura peut-être le Grand Prix de Plouay comme objectif au mois d'août. La Bretagne classique. Grand Prix de Plouay, maintenant c'est la Bretagne classique. Est-ce qu'il sera au championnat du monde ? Je ne sais pas. J'ai pas vu je crois qu'il n'a pas encore annoncé sa sélection, Thomas Vauclair, ou soit je l'ai raté. Mais ça peut faire partie des coureurs en équipé qui peuvent être intéressants autour d'un Christophe Laporte. Après, je ne sais pas comment on composera l'échappée du côté de Thomas Vauclair. Je termine avec Cofidis. Cofidis, j'ai pas trop compris parce que quand j'ai vu Intermarché rouler, je me suis dit Cofidis, faut qu'ils mettent un mec à rouler parce que Yon Izagirre, c'est pas la bonne carte. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus personne quand tu regardes l'effectif Cofidis.
C'est vrai que Geschke est abandonné, Anthony Perez a abandonné, Alexis Renard a abandonné. Il a manqué ces coureurs-là autour de Brian Cocard. J'ai peur que dimanche ça soit compliqué. Sans un train complet aux Champs-Élysées, c'est quand même dur. Hein. C'est quand même peut-être le sprint où il faut avoir vraiment une équipe solide. Pour te placer et pour faire un train, c'est toujours avantageux quand même les Champs-Élysées. Seul, c'est vraiment un sprint qui devient très très compliqué, où tu as de grandes chances de te faire enfermer. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il a bien commencé son Tour de France, Brian Cocard, mais là il n'est pas dans le groupe avec Philipsen et autres. Et dans ce cas-là, il fallait rouler, sauf qu'ils n'avaient personne pour rouler. Après, Yannis Aguirre, du côté de la Cofidis, il tente le maximum. Mais là, aujourd'hui, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour Yannis Aguirre. J'espère par contre qu'il n'a pas consommé trop d'énergie parce que demain, ça pourrait être une étape pour Yannis Aguirre, l'étape du Markstein. Vu ce qu'il avait fait à Belleville en Beaujolais. Après, il faudra récupérer de cette étape. Et encore une fois, beaucoup de coureurs sont sur la réserve et n'ont plus beaucoup d'énergie. Et demain, si t'es pas frais, tu pars pas en échappée. Parce qu'au niveau des délais, ça va être difficile. 137 km seulement, donc il va falloir être costaud. Si t'es pas costaud, si voilà, t'as plus beaucoup de jambes, ça va être compliqué pour toi. Bon, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec Matej Mohoric. Il l'avait dit avant le départ de la course, je me souviens de son interview, il avait dit « Je veux gagner pour Gino Meder ». Il l'avait dit. Il l'a fait. Ça peut même rappeler un petit peu Armstrong, parce que Armstrong, quand il gagne avec la mort de Casartelli, c'est l'étape 18. Donc on n'était pas très loin non plus, sur une étape comme ça de transition. Mais Mohoric, il avait envie d'aller la chercher celle-là, mais je pense que c'est peut-être même ce qui fait la différence avec Asgreen. Alors c'est peut-être aussi l'échappée d'hier pour Asgreen, qui fait qu'il a un peu moins de jus, le fait qu'il est obligé de rattraper Ben O'Connor qui tente son va-tout, mais qui fait le sprint décollé, ça c'était une bonne idée pour Ben O'Connor. Mais du côté de Mohoric, ouais, il avait envie. Il avait envie parce que c'est la mort de Meder a marqué l'équipe, et puis il avait envie de montrer pour sa famille, mais il l'avait dit en interview, c'était assez poignant qu'il voulait vraiment gagner pour Gino Meder. Et là, il prend la bonne roue. C'est vrai que quand Asgreen accélère, il suit tout de suite parce qu'il sait que c'est le mec qui a les mêmes qualités que lui et qu'il faut qu'il suive. Et puis après, Mohoric, sur un sprint comme ça, il est capable d'être très performant dans un final de course. Et face à Asgreen, qui n'est pas largement au-dessus en termes de sprint par rapport à Mohoric, il a très bien géré dans la ligne droite finale, avec un peu de vent de face, je crois. Donc voilà, il a attendu, il est resté dans la roue et puis il a débordé au dernier moment, et puis après c'est le jeté de vélo. Mais je pense que ça s'est joué aussi à l'envie. Il avait envie de rendre hommage à son coéquipier, parce que oui, ça a été un moment compliqué pour cette équipe, et les 3 victoires de cette formation, c'est pas dû non plus au hasard. Il y a un moment, c'est-à-dire que la victoire notamment de Wout Poels, cette victoire de Mohoric, elles sont voilà, pour Gino Meder, mais l'équipe voulait courir pour Gino Meder. C'était l'idée de départ, et que ça soit Bilbao aussi, qui a gagné son étape. Il y avait l'envie de faire une course agressive, d'animer la course dans cette formation. Et je crois que tout le monde a tenté sa chance. Fred White aujourd'hui, il n'avait pas les ressources. C'est une année un peu plus compliquée que 2022 pour Fred White, mais je crois que tout le monde avait envie de bien faire chez Bahreïn. Et pour Mohoric, ça me rappelle l'étape de Libourne, c'était l'étape numéro 19. C'était une course qui s'était emballée dans la deuxième partie de course, bis repetita, et à la fin on retrouve encore Mohoric. On retrouve aussi un petit peu Laporte, qui était aussi dans cette étape-là. Et je ne sais même pas s'il n'y avait pas Turgis aussi ce jour-là, qui était aussi dans le groupe, qui était reparti au sprint d'intermédiaire.
Et du côté de Mohoric, voilà, il y avait une envie supérieure. Alors, je ne sais pas si ça l'a aidé en termes de performance, mais il a gagné son étape et il peut dire qu'il a rendu hommage à Gino Meder. Il était très ému, hein, même à l'arrivée, parce que les mecs disaient qu'il était vidé. C'est Jalabert, je crois, qui dit qu'il est vidé mentalement. Moi, j'avais compris au bout de 3 secondes que c'était pour Gino Meder. Fallait juste lire les interviews d'avant Tour de France. Il était vidé mentalement. Non, il y avait autre chose. Vidé mentalement, tu fais pas cette tête-là. C'est la tête de Pogacar à l'arrivée du contre-la-montre là. Oui, tu fais cette tête-là quand t'es vidé mentalement. Asgreen. Casper. Il a failli faire le coup du siècle presque. Parce que gagner 2 jours d'affilée dans 2 échappées sur des étapes qui, de base, n'étaient pas forcément faites pour les baroudeurs, là, c'était la fête du slip pour Casper Asgreen. Hein. Là, il était renouvelé jusqu'en 2034 par Patrick Lefebvre. Bon, il lui manque pas grand-chose. Hein. Au final, il n'a pas de regrets. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais Mohoric a été un peu plus malin. Je pense que ça joue aussi dans le kilomètre. Parce que Mohoric est super bien placé. Il est placé idéalement. Il prend pas le relais aussi. Ce qui fait que... Alors même si Asgreen ralentit un peu, il lance quand même avec un petit peu de vitesse. Donc il surprend pas trop Mohoric. Et même si Ben O'Connor a tenté de surprendre les deux, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, du côté d'Asgreen, il fallait revenir sur Ben O'Connor parce que sinon, Mohoric, je ne suis pas sûr qu'il aurait roulé derrière Ben O'Connor. Mais peut-être que Asgreen n'a pas assez joué sur le fait qu'il avait déjà remporté une étape pour peut-être inciter Mohoric à passer, inciter Ben O'Connor à passer en disant « Oui, mais moi, les mecs, j'ai déjà gagné une ère. Si je regagne aujourd'hui, c'est du plus. Par contre, vous n'avez pas encore gagné. » Mais ça pouvait pas marcher aussi bien que ça parce qu'il est tombé aussi face à 2 équipes qui ont gagné déjà une étape. AG2R et Bahreïn avaient déjà gagné des étapes. Donc c'est vrai que ça aurait peut-être moyennement marché cette stratégie-là. C'est une belle fin de Tour de France pour Quick-Step. Ils sauvent leur Tour de France sur ces 2 étapes, hein, Quick-Step, très clairement, parce que sinon le Tour de France il était vraiment catastrophique. Mais en même temps, ils ont osé, ils ont pris des risques, et il faut saluer également cette performance. Et puis je termine avec Campenart. Je serais très surpris. Alors, je sais que c'est des votes Twitter hein, pour le plus combatif de la semaine, mais là, Campenart. Je rappelle quand même Campenart, hein, il a été échappé dans le Puy-de-Dôme. Hier, échappé, là encore échappé. Il a attaqué également de nombreuses reprises sur ce Tour de France. Enfin, s'il n'est pas combatif de la 3e semaine, Campenart, voilà, là, pour moi, c'est le combatif de cette 3e semaine. Il a encore remporté le prix du combatif, mais c'est lui qui anime la course. C'est lui qui crée c'est lui qui part dans l'échappée de 9. C'est lui qui crée également l'attaque avec Simon Clark, qui relance la course à ce moment-là également. Pour moi, voilà, il a fait le job. De toute manière, au sprint, il savait qu'il n'avait aucune chance. Que dans la côte, ça allait être très compliqué. Bon, il a tenté de partir avec Simon Clark. Ça aurait pu tenir peut-être un peu plus longtemps si Clark n'avait pas eu des crampes. Mais encore une fois, on est en fin de Tour de France. Pourtant, il faisait pas super chaud hein, sur cette étape, mais on est au maximum. Et puis, ça a été une étape qui a été très animée. Donc, parfois, quand c'est très animé, on oublie un peu de s'hydrater, on oublie de manger. Et, Simon Clark, malgré toute l'expérience qu'il a, hein, parce qu'il a 36 ans, Simon Clark, plus de 10 ans d'expérience dans les pelotons, il s'est retrouvé à avoir une énorme crampe. Et alors là, quand tu crampes, c'est très très compliqué ensuite derrière. Et puis Campenart, il s'est retrouvé seul. Alors il a bien tenté de suivre la roue de Mohoric, Asgreen et O'Connor, mais ça n'a pas suffi, hein, tout simplement parce qu'il était à bloc. Mais voilà, belle étape de Campenart. On le salue avec le prix du meilleur combatif, mais j'aimerais qu'on le salue également avec le prix du combatif de cette 3e semaine. Parce que pour moi, c'est vraiment le coureur de cette 3e semaine. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Nils Politt.
C'est un bonnet d'âne bien involontaire pour Nils Politt parce qu'il était dans l'échappée de 9. Il casse sa chaîne. Alors je sais pas comment il s'est débrouillé pour casser sa chaîne parce que c'est la première fois que moi, alors à part sur des courses pavées, où je l'ai vu comme ça en cours d'étape, mais sur du plat, les seules fois où je l'ai vu, c'était dans des sprints. C'est-à-dire quand le mec il appuie comme un dératé sur les pédales et que là ça pète. Je me souviens notamment d'un David Millar sur une étape du Giro qui avait cassé à 800 mètres de l'arrivée alors qu'il était le plus fort de l'échappée. Il avait été très vénère ce jour-là, je crois qu'il avait balancé le vélo. Je crois me rappeler, il avait balancé le vélo, un truc comme ça, parce qu'il était vraiment vénère. C'était sur la fin de carrière de David Millar. Mais Politt, c'est frustrant parce que ce soir, il va se dire... en plus, il va refaire la course dans sa tête, Politt. Il se dit, putain, je serais parti avec Mohoric et Asgreen, j'avais peut-être les jambes pour partir avec les deux. On aurait roulé, parce que lui, c'est aussi un roule toujours. Puis après, dans un sprint à 4, c'est vrai que Politt, c'est pas le meilleur sprinter du monde, mais peut-être qu'il aurait profité du marquage entre les deux de devant et qu'il aurait pu aller chercher sa victoire d'étape. Ce qui aurait été bien, parce que Politt, c'est vrai que c'est pas un mec qui gagne beaucoup, hein. Parce que souvent sur les courses en ligne, comme ça un roule toujours et que tout le monde sait que ça un roule toujours, on en profite. Jérôme Cousin en avait bien profité sur Paris-Nice, et pourtant c'est un coureur qui est très sympathique, mais voilà, être trop gentil dans le sport de haut niveau, être trop gentil, c'est pas forcément l'idéal. Donc du côté de Politt, là de toute manière il a pas pu voir parce que il casse sa chaîne et en plus après le vélo Shimano convient pas à ses cales. C'est malchance jusqu'au bout. C'est pas un grand tour de la part de Bora. Ça a été une course un petit peu compliquée. Je continue avec la DSM. Que dire de la DSM? C'est la fête du slip depuis qu'Romain Bardet est parti. On a l'impression que c'est colonie de vacances. Là, je comprends pas comment il n'y a aucun DSM dans l'échappée. On a l'impression que là, leur objectif, c'est de rentrer à Paris. Pas de faire autre chose. Il y a 36 coureurs dans l'échappée. Il n'y a pas de DSM ni d'Astana. Mais du côté d'Astana, ça aurait pu convenir à Fedorov, parce que Fedorov, on ne l'a pas vu. Mais Astana, il y a quand même la 3e place de Cavendish et Terrada aussi qui avait fait une belle performance au Puy-de-Dôme. DSM, quand tu regardes le bilan de ce Tour de France de DSM, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en termes de points UCI, ils vont être à 120 points, 130 points UCI. Ils vont avoir que dalle en nombre de points UCI à la fin de ce Tour de France. C'est quand même triste pour cette formation, mais c'est vrai que DSM, c'est quand même une équipe particulière. Alors, on a plusieurs fois entendu des coureurs ne pas se sentir bien dans l'univers de DSM. Marc Hirschi était parti alors qu'il avait un contrat. Le pote d'Evenepoel, le coureur chez Soudal, j'ai oublié son nom parce que là, je suis un petit peu cramasse, du côté de Soudal Quick-Step, qui avait également quitté cette équipe. Van Wilder, Van Wilder qui avait également quitté cette équipe, ça s'était allé au clash. Warren Barguil, où c'était allé aussi un petit peu au clash quand il était parti de sa formation. C'est quand même une équipe très, très atypique, DSM, et on a l'impression que le système DSM, il arrive un peu à ses limites, quoi. C'est-à-dire, c'est une équipe qui a toujours voulu former des jeunes coureurs. Alors, c'est bien de vouloir former des jeunes coureurs, de vouloir les intégrer très vite, sauf que quand tu les intègres très jeunes, sans énormément d'expérience, c'est quand même compliqué. Et surtout, y a quand même beaucoup de coureurs qui sont pas très performants du côté de DSM. Là, aujourd'hui, je comprends pas comment un Degenkolb se retrouve pas dans l'échappée. C'est son rôle, à Degenkolb. C'est terrible, DSM, sur ce Tour de France. Wellsford, il est pas dans l'échappée non plus. Ils sont complètement passés à côté sur ce Tour de France, alors qu'il y avait
beaucoup mieux à faire pendant cette épreuve. On continue avec Rasmus Stiller. Du côté de Rasmus Stiller, là aussi c'est frustrant parce que son équipe, elle avait bien senti le coup, Uno X. Ils avaient mis beaucoup de coureurs à l'avant. Il y avait Rasmus Stiller, ça pouvait vraiment être bien pour le coureur. Et puis, Stiller, il a un peu explosé quand même en vol. Alors, on l'a assez peu vu quand même sur ce Tour de France, Rasmus Stiller. C'est vrai que Uno X, ça a performé sur ce Tour de France. On les a vus notamment hier, mais notamment avec Tobias Aland Johannesson. Par contre, c'est vrai que du côté du sprint, que ça soit Christophe, que ça soit Varechkiol ou que ça soit Rasmus Stiller, ça n'a pas été la fête de manière surprenante, alors que c'est peut-être là où je les attendais le plus. Parce qu'en montagne, je me disais, on va voir ce que ça va donner, mais en sprint, Christophe, il a de l'expérience, il est capable d'accrocher les top 5. Sauf que Christophe, sur ce Tour de France, ça a été compliqué. Puis je me disais, si Christophe performe pas, il y a Varechkiol. Puis si Varechkiol performe pas, Rasmus Stiller, il a une petite pointe de vitesse, un bon coureur de classique. Au final, il n'y en a aucun des trois qui a été performant sur ce Tour de France. Donc ça, c'est un petit peu dommageable, parce qu'à part la 8e place à Limoges pour Rasmus Stiller, c'est vrai que sinon son Tour de France n'a pas été exceptionnel. Et puis je termine rapidement avec Alpecin. C'est eux qui ont presque créé ce mouvement de course, de relancer dans le peloton, de provoquer cette cassure. Et en fait, ça s'est retourné contre eux, parce que Van Der Poel était peut-être pas au top, mais surtout, il doit accompagner Laporte, Van Der Poel, et que derrière, du côté d'Alpecin, Philipsen, il avait la pancarte. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas s'isoler en tête de course ou il fallait créer ce mouvement-là avec plus de coureurs pour accompagner, pour éviter le fait que Philipsen se retrouve à être isolé par rapport à d'autres concurrents. C'est dommage pour Alpecin parce que c'est vrai qu'aujourd'hui et hier, ils avaient les possibilités d'aller chercher 5-6 victoires parce que Philipsen, à chaque fois, il gagne le sprint du peloton. Hier, ils se ratent parce qu'ils ont voulu peut-être trop contrôler l'écart avec l'échappée. Et là, aujourd'hui, ils ont voulu dynamiter l'étape. Pas de chance, ça s'est retourné contre eux. On a fait le tour de cette étape du Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve demain matin 7h pour la présentation de l'étape numéro 20, déjà, l'étape du Markstein. Et puis, demain, débrief de l'étape juste après l'arrivée, vers 21h sur YouTube. Et puis, sur TikTok, ça sera un petit peu plus tôt. Voilà, juste après l'arrivée, donc aux alentours de 17h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!